La musique m'accompagne depuis toujours, d'une manière très très intense. C'est-à-dire que j'ai la chance, avec le métier que je fais, que je peux arriver le matin et écouter 12 heures la musique. Donc c'est pas banal. Il y a peu de métiers qui permettent cette intensité musicale. J'ai remarqué que je ne peignais pas la même peinture avec tous les artistes que j'écoute. Si on parle de John Coltrane, qui est pour moi un des plus grands, il m'enivre d'une manière qui n'est pas la même que Charles Mingus ou que Gato Barbieri ou que Joe Baron. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve. Parce que à partir du moment où je dirais, préparer un tableau, dans l'état d'esprit dans lequel je suis, je vais aller choisir un artiste. Si je mets un autre artiste, ça n'ira pas. Donc je vais travailler avec lui, très intensément. Parfois j'écoute, si on parle d'Evan Parker, je l'ai écouté pendant 3 mois. J'ai fini par peindre de l'Evan Parker. C'est troublant. Autre chose qui correspond aussi, si je peins en Belgique, ou si je peins en Espagne, ou si je peins dans le sud de la France, la lumière va m'influencer différemment. Je suis abstrait. C'est troublant aussi. C'est la même chose. La lumière m'influence, la musique m'influence. C'est comme comme si la musique était la mer et moi je surfais avec la mer, sur les vagues, avec la musique. Il y a quelque chose de très intime qui se passe avec le musicien que j'écoute. C'est très troublant. Donc ça n'a... Bon, c'est très banal. Le peintre, il écoute la musique, etc., etc. C'est quelque chose de très banal. Mais en fait, c'est pas une musique décorative. Coltrane, si on l'écoute plusieurs heures, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent. Donc en fait, je communique avec lui. C'est quelque chose de passionnant.
je réfléchis beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire, ce sont des longs moments dans l'atelier où j'ai des centaines de petites recherches qui sont accrochées à mon mur et je les regarde, je me laisse imprégner et je les vis le jour, la nuit. Et tout à coup, à un moment donné, je m'arrête sur une pièce et je sais l'agrandir en réalité. Et en fait, je ne l'agrandis pas, j'agrandis le processus. Ce sont des processus. Dans chaque pièce, il y a un chemin différent que moi je comprends. Et alors, je me mets devant mon tableau, je sais exactement où je vais, mais c'est comme le free jazz. Au moment où je me lance, je suis dans un rail, mais c'est absolument libre en fait. Et c'est absolument pas comme si je répétais une image. À ce moment-là, on est dans un espace absolument libre. Avec le hasard, avec les étonnements, avec les accidents, Au moment où je mets ces traits noirs, là, c'est absolument pas programmé. Je sais que je vais faire un espace de cette manière-là, avec cette couleur. Je ne sais absolument pas ce qui va apparaître. Donc là, c'est que je me lance. Il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux dans le geste, je trouve. Par exemple, ce tableau le tableau qu'on a fait aujourd'hui, j'ai retravaillé un tableau d'il y a 10 ans. Et je suis parti dans le même rail, mais il est tout à fait nouveau. Il y a tout mon acquis qui est dedans, malgré tout, mais avec exactement la même interprétation en réalité. Comme un musicien interprète un morceau d'un compositeur, s'il le réinterprète 10 ans plus tard, il aura tout son vécu dedans. Ça m'intéresse beaucoup en réalité. Et comme mes expériences sont multiples, j'aime beaucoup les faire en petit parce que ça me permet d'avoir une grande multiplicité et de prendre énormément de risques.
Oh, je suis complètement tout le temps dans la peinture. Je ne peux pas ouvrir un livre de Paul Klee m'émeut encore aujourd'hui, Matisse toujours, Fernand Léger toujours, et je peux en citer. Mon univers est dans la peinture, donc je les aime passionnément. Et puis j'aime peindre. Mais bon, c'est évident que se retrouver dans tout ce siècle de peinture qui est tellement riche, c'est pas facile. C'était vraiment un grand défi de peindre, je dirais, ne pas répéter quelque chose. Il fallait que je trouve une liberté dans l'espace. Et je voulais rester dans le rectangle ou le carré de la peinture, c'est-à-dire vraiment dans l'espace, me limiter. Et je ne suis pas sorti du tableau, je reste dans le tableau. Donc il fallait trouver des espaces libres. Parce que sinon, autant... C'est un trou noir de répéter ce qui... On peut s'en influencer, on peut se nourrir, on peut s'enrichir, enrichir l'œil, mais on peut pas... Enfin, répéter n'a pas beaucoup d'intérêt. Prendre des risques, c'est très intense de prendre des risques, je trouve. Des terres inconnues, c'est-à-dire commencer à voyager dans des terres inconnues. En fait, j'ai vraiment l'impression en peignant que je voyage. Mon corps est là, mais mon esprit voyage. Au début, je travaillais sur des artistes que j'aimais. Et maintenant, à un moment donné, je dirais depuis l'année 2000, ça fait depuis 17 ans, j'ai commencé à travailler sur mon propre travail. J'ai beaucoup travaillé, d'ailleurs on en reparlera, sur des peintres que j'aimais le plus. Je les ai quittés en fait. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en face de cet infini solitaire en fait. Et là, c'est très intense en réalité. On se sent vraiment... Il y a quelque chose qui s'est passé d'important à ce moment-là. Ouais. C'est difficile à expliquer la peinture. Les mots pour la peinture, c'est vraiment... C'est mon œil qui parle. En fait, je parlerais plutôt de la culture de l'œil. C'est tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai regardé, toute ma vie, toutes mes expériences, mais de l'œil. C'est ça un tableau, pour moi. La culture de l'œil. Donc quand je peins, c'est ma main qui s'exprime par mon œil. Bon, là, c'est très difficile, très mystérieux en réalité. C'est très difficile à expliquer. C'est Poliakov qui disait qu'il était absolument impossible d'expliquer un tableau abstrait. Sinon, ce n'était pas un tableau abstrait, il disait. Donc c'était amusant déjà. Ouais. Dans les années 80, 85, 90, les petits tableaux, j'en avais peur. On venait de la peinture américaine, des grands gestes, des grandes peintures. Et en fait, faire un bon petit tableau, très condensé, très fort en soi, qui a son indépendance, j'ai commencé à y prendre plaisir. Je trouvais ça intéressant de développer des petits tableaux. Et puis ces petits tableaux, étant donné qu'ils étaient cachés, je ne les montrais pas au départ, ils se sont accumulés. C'est pour ça que c'est tellement bien rangé ici, qu'ils sont tous photographiés. Et en fait, c'est devenu une nouvelle mémoire. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de peindre pour 4 vies ici. Il y a des choses très importantes qui se sont passées dans ces petits formats. D'abord, les papiers déchirés, découpés, qui à mon avis, ça vient des collages, ça vient de tous mes amours de Dada, de Kurt Schwitters. Ça, c'était des choses connues. Mais à un moment donné, j'ai commencé, ici on le voit, c'était encore des papiers de journal. J'ai commencé à les enlever. Mais regardez la lumière qui apparaît dans le retrait. Donc c'est plus un petit format, c'est pas comme les grands où on peut accumuler des choses, accumuler de la peinture. Ici, j'ai commencé à enlever la peinture. Et une lumière extraordinaire est apparue. Et donc j'allais ouvrir des fenêtres sur la mémoire du tableau. Et ça, c'était un départ important en fait. Et là, j'ai commencé à travailler à l'envers. Je n'ai pas mis de la peinture, je l'ai mis et puis j'ai enlevé la peinture. Et ça m'a donné une lumière extraordinaire. Les fenêtres, la lumière, ce sont des éléments très importants dans la peinture.
J'aime bien faire des choses comme ça très apparemment faciles en fait, en réalité. Comme des petits collages comme ça qui ont l'air de rien. Et puis j'arrive à les faire en grand, alors là c'est une autre histoire. Mais bon, ce sont des petites graines. Ceci, c'est vraiment des marqueurs sur un papier glacé. Peut-être qu'à l'acrylique, on peut y arriver. Avec l'huile, c'est plus difficile, oui. Ces couleurs vives. Mais c'est pas grave, ça deviendra autre chose. C'est vraiment des toutes petites recherches d'études et de... Mon premier contact avec la peinture, j'avais 5, 6, 7, 8 ans. Et j'avais un de mes amis, je viens de la campagne, donc je vivais dans la campagne. Et dans la région de Verviers, j'avais un ami, très grand ami, qui vivait à Sars-l'Espa. C'était un petit village ravissant avec la Hogne, qui est une rivière qui passe dans les bois. Son frère, qui avait 10 ans de plus, qui devait avoir 17, 18, 19, 20 ans, parce que bon, je suis allé pendant plusieurs années, et il avait la chance d'avoir un grand-père qui était très grand collectionneur. Et lui, comme son grand-père était très sensible à la peinture, il lui donnait la possibilité de peindre, parce que c'était sa passion. Et donc, le grand frère de Frédéric, mon ami, était dans un atelier là. Et on jouait, puis on passait dans son atelier, c'était un homme charmant. Et c'est mon premier contact avec la peinture. Donc, il nous racontait, il y avait les odeurs de peinture, il y avait les tuyaux, les tubes par terre, il y avait les toiles, et il était très influencé par toute l'école de Paris. C'était Bazaine, Manessier, tous des artistes qui étaient très importants à cette époque-là, dont on ne parle plus beaucoup d'ailleurs, qui étaient des très bons artistes. En fait, j'aimais beaucoup ce climat, cette atmosphère. Bon, à d'autres moments, on allait chez le grand-père de Frédéric, et là, ce collectionneur allait presque tous les mois chez Magd et chez Bayeler. Il achetait des Monet, des Kandinsky, des Bazaine, des Manessier, et tout ça, c'était dans les salons partout, et on jouait. Et
Ça, ce sont mes premiers contacts, parce que bon, chez mes parents, chez mes grands-parents, il y avait de la peinture, il n'y avait pas cette peinture contemporaine. Je n'avais aucun contact, donc c'était des contemporains qui sont devenus les modernes aujourd'hui, mais c'était un climat, j'allais souvent chez eux, donc ça c'est mes premiers contacts. En même temps, j'ai toujours peint et dessiné, c'est-à-dire que j'aimais ça. Mais comme un enfant, pas... Je pense qu'à 14 ans, j'ai commencé à songer à vouloir être peintre. Mes parents m'avaient amené dans 2-3 musées et j'avais été très impressionné par Jérôme Bosch, et Bruegel d'ailleurs. J'avais acheté des petites... C'était des diapositives à l'époque. Et je m'étais fait une collection de diapositives, des primitifs flamands. Et la nuit, je visionnais ça avec ces vieux appareils maintenant qui n'existent plus. Et je regardais ça avec de la musique. Et en même temps, j'allais à la médiathèque au Passage 44 et je louais des disques de musique contemporaine et je m'obligeais à les écouter avec ces primitifs. C'était très étonnant. Donc là, ça devenait plus sérieux déjà, ça commençait. Bon, j'étais pas heureux à l'école. Moi, j'étais un garçon de la campagne. J'allais jouer perpétuellement dans les bois et l'école a pour moi été un parcours très difficile. Puis il y a eu l'époque de mon adolescence, c'était Woodstock, c'était les hippies, c'était une époque complètement folle et j'adorais tout ce climat de cette époque merveilleuse. On était fous de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, on a vécu une époque complètement folle et puis beaucoup d'écoles buissonnières, on allait très peu à l'école, on cachait beaucoup et on s'amusait énormément. Puis à 18 ans, j'ai dit à mes parents, je m'en vais et je veux être peintre. Le drame à la maison, mes parents étaient complètement décomposés. J'ai trouvé un petit grenier en ville et puis j'ai fait des petits boulots et j'ai commencé à peindre. Et ça a duré de l'âge de 18 ans à 23 ans. Enfin, en 79, j'ai eu l'opportunité d'exposer, donc j'ai commencé à exposer. Et 1 an plus tard, j'ai été pris par une excellente galerie d'art contemporain à l'époque, qui était une des meilleures galeries de Bruxelles, qui exposait Rehmann, Kossuth, Dubuffet. Enfin, c'était une chance absolument incroyable. Donc là, très jeune, j'ai commencé à exposer. Et puis, de fil en aiguille, je n'ai fait que peindre, en fait. Du matin au soir, j'ai commencé ce rythme. De plus en plus, bon, avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de difficultés, parfois de l'argent, parfois pas de l'argent, parfois. Mais bon, j'ai commencé à me lancer dans l'aventure de la peinture. Dans un moment où la peinture était la mal aimée, parce que c'était alors on était dans les années entre 80 et 85. Les peintres qui m'intéressaient étaient beaucoup plus âgés que moi. Eux ont été dans leur temps, moi j'étais en retard par rapport à mon temps à l'époque. Mais c'était ça que je voulais faire et c'était ça que j'aimais. Deuxième chose qui était très importante pour moi, j'ai commencé à aller à Paris. J'ai commencé à avoir des amis qui avaient 10-20 ans de plus que moi qui étaient des peintres. Donc j'ai commencé à aller dans les ateliers. Je suis un autodidacte. Et là, j'allais beaucoup chez Stadler, qui était une galerie rue de Seine. Et là, il y avait des choses qui m'intéressaient. J'ai eu des grands chocs de picturaux. Parce que je dirais que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à Pollock, à Tobé. D'abord Tobé, parce que Tobé était extrêmement fin. Puis il y avait quelque chose d'un peu proche de la musique répétitive. C'était un artiste suisse qui était d'une grande spiritualité, comme ça. Et puis, j'allais à Paris et boum, je tombais sur la première rétrospective de Pollock. Et ça, c'était un choc immense. Puis il y a eu Willem de Kooning. Donc, en fait, je me suis fait mon école comme ça. Alors, bon, chez Stadler, rue de Seine, il y avait des choses extraordinaires. Il y avait des expositions tapiès, il y avait des expositions. Il y avait Nietzsche, les premières grandes toiles de Nietzsche. Il y avait tous ces artistes. C'était très violent. Pour moi, c'était très choquant, cette peinture. C'était très fort. Et je me nourrissais. C'était quelque chose que je mangeais toute cette culture, la culture de l'œil, dont j'ai parlé hier. Donc, c'était très, très fort, très, très riche. Bon, alors j'allais à Paris, je revenais, je peignais, je réexposais, j'ai eu pas mal de... J'ai eu des bons marchands au départ. J'en ai eu beaucoup tout le long. Et puis des grands collectionneurs ont commencé à me suivre, ont commencé à m'aider, ont commencé à m'acheter des tableaux. À l'époque,
il fallait partir à Paris. Quand on voit Leschinski, quand on voit Paul Bury, quand tu vois tous ces artistes, quand tu vois Michaud, ils partaient à Paris parce que c'est trop petit ici. Il n'y avait pas il y avait pas les possibilités d'avoir un marché. C'était très compliqué. J'avais déjà 2 ou 3 enfants. Donc aller à Paris, c'était quelque chose, une autre aventure. Vivre à Paris était quelque chose d'extrêmement difficile. Donc j'ai analysé la situation à Bruxelles. C'était pas du tout le Bruxelles d'aujourd'hui, c'était une ville de province. C'était calme. On pouvait peindre et on pouvait vivre avec une famille. Parce que bon, un artiste, vivre avec une famille, c'était déjà impensable aussi. Il vaut mieux être seul, il vaut mieux pas avoir d'enfants, il vaut mieux... C'est tellement insécurisant, c'est tellement dur, on ne sait jamais si on va avoir un tableau, si on va vivre, si on va... Je dis, bon, s'il y a des enfants, ça devient un problème beaucoup plus grave. Donc, j'ai pris la décision de rester à Bruxelles. En fait, j'avais même pas le choix, je dirais. La spéculation commençait à exister, mais c'était surtout... Enfin, les collectionneurs que je connaissais étaient des amateurs. Ils venaient une fois par mois, ils venaient manger à la maison, ils regardaient la peinture, beaucoup d'amitié, ils repartaient un tableau sous le bras. Et puis on continuait à peindre. C'était formidable. Je suis ému là, faut pas parler. Je pense qu'avec Internet, tout s'est resserré, le monde est devenu assez petit. Et je dis pas que c'est mal, mais c'est un autre monde qui est arrivé là maintenant. Quand ce marché a commencé à arriver, à devenir plus spéculatif, j'ai refait des merveilleuses rencontres avec des conservateurs de musées, des centres d'art contemporain. Et là, ça m'a un peu sauvé la vie aussi. Donc, bon, moi, je suis finalement un peintre de grand format. Les collectionneurs n'ont pas toujours la place de mettre des tableaux de 2 mètres sur 3 chez eux, enfin, des grands formats. Je ne dis pas que les grands formats sont mieux que les petits, parce que bon, on va pas parler de Tobé, de Paul Klee, de tous ces qui font de véritables chefs-d'œuvre en petit. Mais moi, bon, je pars du petit format maintenant et je vais vers des grands formats. Donc j'ai eu des centres d'art contemporain comme ça qui m'ont fait des grandes expositions et ça m'a donné du souffle. Ça m'a toujours ce désir de liberté, que la création soit avant la vente. Je critique pas du tout la vente, je suis très heureux de vendre un tableau. Mais c'est d'abord la création. C'est ce qu'il y a de plus important. J'ai eu la chance d'acheter ce lieu il y a 15 ans. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé ici, c'est que non seulement c'était un atelier, mais c'est devenu autre chose. C'est aussi une possibilité de stocker les tableaux, qui est quand même un énorme problème pour les peintres, mais aussi un lieu d'exposition. Alors ce n'est pas du tout un lieu d'exposition pour le public, mais c'est devenu un lieu d'exposition d'abord pour moi-même. C'est-à-dire que quand on termine un tableau, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul par rapport à soi et le tableau. Et il y a la possibilité de l'exposer, de le sortir de l'atelier en réalité, de le tester, de le critiquer, de le regarder. Et ça, ici, c'est vraiment extraordinaire parce que bon, il y a cette deuxième partie de l'atelier qui est un véritable lieu d'exposition. Et quand je termine un tableau, si je le mets dans cette pièce,
je vois tout de suite s'il peut vivre ou non, s'il faut le détruire, s'il ne doit pas sortir, si c'est un tableau d'atelier ou pas. Enfin, m'auto-critiquer en réalité. C'est vrai que le temps prend beaucoup plus d'importance aujourd'hui, de plus en plus. Je mets beaucoup plus de temps pour conceptualiser un tableau, pour y réfléchir, pour le préparer. Ce sont parfois des jours, parfois des mois pour préparer un tableau. Une fois que je suis devant le tableau, je suis prêt, je le fais. Mais une fois que j'estime qu'il est terminé, il me faut beaucoup plus de temps aussi pour le critiquer. Je deviens plus sévère, c'est-à-dire que justement par rapport à mon expérience de la peinture fait que je suis plus sévère avec moi-même, donc il faut du temps. J'ai pas du tout envie d'aller vite. J'ai horreur de ça. J'ai de plus en plus horreur de voyager. J'ai horreur des foules. Enfin, c'est-à-dire la foule en soi. J'aime les gens, mais je n'aime pas les foules. C'est-à-dire c'est quelque chose qui... Je suis très bien ici, moi. Quand je pars en voyage, en fait, ici, si j'arrive à avoir 3 mois, il se passe quelque chose. Mais si je quitte l'atelier, mais tout s'effondre, c'est comme un château de cartes. Je me retrouve dans des trains, dans des circulations, Et puis, pas tellement, il faut vivre un peu de vie de famille, etc. Mais tout ce que j'ai construit, c'est terminé. Il faut que je revienne et que pendant 1 mois ou 2 ou 3, je reconstruise autre chose. Et parfois, c'est très sain de faire ça, parce que ça permet de quitter un peu, de revenir avec un œil neuf. C'est bien de quitter et de revenir. D'ailleurs, il faut le faire de temps en temps, c'est comme ça. Il faut partir en vacances quand on a une famille, donc c'est pas... c'est obligatoire. Bon, j'ai trouvé une formule, j'ai trouvé des trucs. C'est qu'en fait, quand je pars, j'ai un atelier où je vais. Donc voilà, en général, oui. C'est que j'ai la possibilité de travailler en France. Il y a un lieu aussi où tout le monde est content, tout le monde est en vacances, et moi je me retire dans mon atelier. Donc voilà, la solution. Le problème est réglé. Oui.
Et le jour où je suis rentré ici, en fait, c'était pas du tout comme ça. C'était un endroit qui était très sauvage, c'est-à-dire que c'était un terrain vague autour. Il n'y avait pas de mur, enfin, tout était ouvert. Les maisons qui sont autour n'étaient pas... Enfin, je dis ça parce qu'elles n'étaient pas construites. Je suis rentré dans ce lieu qui était... Il y avait des squatteurs qui sont venus, il y avait des vitres cassées, il était à la limite d'être abandonné, ce lieu. C'était deux dames qui étaient juges, qui habitaient à Wavre et qui voulaient le vendre. Et j'ai passé la porte et j'ai senti quelque chose de très fort en entrant. Mais c'était rude, hein, c'était vraiment... Il fallait tout refaire. Mais j'ai eu le sentiment que je rentrais dans un grand navire qui allait... Et j'ai comme eu une intuition que ce grand bateau allait m'emmener au loin. Après 15 ans, petit à petit, j'ai commencé à le refaire. Par miracle, il y a les maisons qui ont commencé à se construire autour, donc les jardins, toute cette forteresse de maisons ont commencé à me protéger. Et j'étais au cœur du quartier, très protégé du bruit et enfin, j'ai l'impression d'être dans la campagne à Bruxelles, quoi. Donc c'était comme je peins dans un univers clos, j'ai trouvé l'atelier, je pense, idéal. Bruxelles n'est plus une petite ville de province, est devenue une ville très active, avec je dirais, de très bonnes galeries qui arrivent. On appelle ça le petit Berlin, et finalement, c'est bien. Alors c'était en début du siècle une petite usine, une bonneterie, on appelait ça, donc c'est pour une petite bonneterie. C'était une des rares petites usines de Uccle, mais je suis à la frontière de Forêt. Donc il y avait des petites machines où ils travaillaient le coton. Après ça a été un studio de cinéma, et puis occasionnel, c'est-à-dire qu'ils ont tourné des films ici. Puis ça a été un garde-meubles, donc ils avaient tout fermé, c'était pas du tout ouvert comme ici. Ils avaient mis des petits bureaux et puis les gens stockaient des meubles. Quand je suis arrivé, tout était fermé. Donc je suis resté pendant les premiers jours ici et j'ai commencé à tout casser à tout ouvrir et à réfléchir et voir ce que j'allais faire. Franchement, ce lieu a mis 15 ans parce que j'ai pas encore fini les travaux en réalité. C'était aussi une passion. J'ai été très passionné de ce lieu. C'est important, l'atelier. Quand j'arrive à 7 h du matin, je le quitte tous les jours à 7 h du soir, donc je suis 12 heures ici. J'ai du plaisir à y arriver et j'ai du mal à le quitter. J'aime ce lieu. Au plus on peint, au plus on est dans la peinture. Ma vie est dans la peinture. Où que je sois, même si je sors de l'atelier, je pense peinture, je vis peinture, je dors peinture, et c'est un immense plaisir et richesse. Bon, j'ai beaucoup de plaisir à aller voir des expositions et à m'enrichir. Je n'aime plus beaucoup les foires d'art contemporain, mais j'aime beaucoup les grandes rétrospectives et pas les rétrospectives qui amènent les foules, mais les musées permanents où il y a moyen de se retirer. C'est toujours enrichissant. Si c'est une exposition, il y a 3000 personnes dedans, ça devient assez difficile à regarder la peinture, je trouve. Donc voilà, ça c'est un autre problème de notre époque. Ouais. Mais bon, la peinture c'est infini. C'est dommage qu'on n'a qu'une vie, parce que on n'arrête pas d'évoluer, on n'arrête pas de... On peut parler de la musique de la même manière et de la littérature de la même manière, donc c'est assez banal ce que je dis, je pense. Ouais.